Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Radio JM reçoit aujourd'hui Valérie Zenati pour nous parler de son dernier roman Qui vive, paru aux éditions de l'Olivier. Bonjour à vous Valérie. Oui, bonjour à vous. Vous êtes auteur de nombreux romans dont beaucoup ont été primés, mais pas que. Vous avez été aussi traductrice, scénariste et même journaliste. Pourriez-vous évoquer votre parcours pour les auditeurs de Radio JM ? C'est toujours difficile de résumer un parcours, mais je dirais que je suis née à Nice et je suis allée vivre en Israël, donc à l'âge de 13 ans avec mes parents, jusqu'à 21 ans, âge auquel je suis revenue en France. Et si je raconte ça, c'est parce que, en termes de parcours, je crois que la question du lieu et de la langue, les questions de lieu et de langue sont des questions qui m'habitent depuis l'enfance et jusqu'à ce jour. J'ai pris très tôt conscience qu'on pensait les choses à partir de la réalité que l'on a autour de soi, que c'est une matière première très importante, et qu'on les pensait aussi dans une langue qui permet certaines choses et qui en empêche d'autres. Et cette double expérience de la France et d'Israël en tant que terre de vie, et cette double expérience de l'hébreu et du français, ont nourri et continuent de nourrir chez moi des choses très différentes, comme mes livres pour la jeunesse, mes romans, mes scénarios, la traduction que je poursuis, et plus globalement, une réflexion que j'ai sur la façon dont les êtres tracent une vie entre une forme de déterminisme, comme on dit, c'est-à-dire sont construits par le lieu dans lequel ils naissent, la famille, la religion, et une forme de liberté individuelle de penser de manière parfois différente de celle qui fait partie de nos réflexes, justement à travers la fréquentation d'autres lieux et d'autres langues. Un parcours riche et varié. Merci. Et bien que paru en janvier 2024, ce roman a été écrit avant le pogrom insoutenable du 7 octobre. Il entre en résonance avec cette tragique actualité et des taux d'antisémitisme au plus haut en France et dans le monde. Selon vous, le roman est-il le genre le plus abouti pour exprimer votre ressenti ? Je pense que le roman cherche à capter quelque chose qui est présent dans l'époque et pour lequel on a la plupart du temps pas le temps justement de réfléchir. Les événements vont très vite et les informations sur les événements vont beaucoup plus vite qu'autrefois. Et donc le roman, c'est un lieu pour creuser en fait. Quelque chose qui est aussi un ressenti évidemment, mais qui est aussi de l'ordre de l'intuition et de l'ordre du mystère. Il y a beaucoup de choses qui se passent chaque jour autour de nous, dans le monde, et que notre cerveau n'est absolument pas capable d'analyser, ni même de ressentir dans la totalité. Et le roman, lui, essaie de s'arrêter sur un moment, un personnage. Là, en l'occurrence, il s'est arrêté sur le personnage de Mathilde, qui est professeur d'histoire géo, qui est percuté par la façon dont l'histoire semble s'affoler. Et j'ai écrit ce roman avant le 7 octobre, avec une sorte d'inquiétude sur une marche du monde que je ressentais à travers mon personnage et qui me semblait courir à la catastrophe. Et il y avait le désir de mon personnage de résister à ce sentiment, à la fois en ouvrant les yeux sur la catastrophe, mais en cherchant aussi ce qui peut lui rester dans certains êtres qui continuent de faire preuve d'humanisme et d'intérêt, on va dire, pour leur prochain. Tellement vrai ce que vous dites. Vous dessinez la trajectoire de Mathilde, un professeur d'histoire-géographie en quête de sens dans une société qui est en perte de repères, comme vous l'avez dit. Ce choix n'est certainement pas anodin. Était-ce pour vous l'occasion de développer le thème si important de la transmission ? Ah oui, merci, j'aime beaucoup cette question. Je ne l'ai pas fait de manière consciente parce que lorsque j'écris, je cherche surtout à atteindre la vitalité de mon personnage et de ses expériences. Et justement, c'est parce que à certains moments j'y arrive, je crois, que des choses inconscientes se passent dans le livre. Et c'est après coup que j'ai formulé les choses telles que vous venez de les dire. C'est-à-dire que j'ai compris que Mathilde fait face évidemment à la question de la transmission à travers son métier de prof d'histoire géo et à travers aussi sa fonction parentale, puisqu'elle a une fille, Lola, qui a 17 ans. Et cette question de la transmission est évidemment une question qui agite chaque génération. Et je crois qu'on doit se poser certaines questions parce que la transmission, on a l'impression que c'est une sorte de devoir et qu'on peut la faire sans forcément la questionner. C'est-à-dire qu'on doit transmettre ce qui nous a été donné d'une certaine manière. C'est un peu comme une sorte de réflexe, de désir, de transmettre ce qui nous a été
été donné. Or, il me semble que c'est une mission impossible parce que ce qui nous a été donné à un moment T de l'histoire et que les choses se transforment, les réalités se transforment et on doit donc transmettre quelque chose qui se transforme en permanence. C'est-à-dire il faut trouver l'équilibre entre une transmission de valeurs, de certitudes qui doivent rester immuables et la transmission du doux. Parce que le monde étant en mouvement, je crois qu'on doit transmettre aussi ce questionnement-là et ce doute aux enfants. Notamment, par exemple, un des sujets qui effleure Mathilde, qui est la transmission de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'il y a eu une erreur de croire qu'on pouvait transmettre ce traumatisme comme il nous avait été donné. Et qu'il y a une nécessité de réinterroger dans le présent, avec les jeunes, ce que cette histoire-là nous raconte aujourd'hui, alors qu'elle s'était éloignée de nous dans le temps. Et qu'elle doit être peut-être transmise, pas uniquement par l'affect, mais aussi par la connaissance. Et ce devoir de mémoire primordial doit se faire avec les jeunes, évidemment, comme vous le mentionnez. Et Mathilde, très perturbée par tous les événements qui affectent le monde, n'arrive même plus à faire face, elle est affectée dans son propre corps, n'arrive plus à dormir et perd même le sens du toucher. Oui, en fait, c'est quelque chose qui est venu, comme je disais tout à l'heure, avec cette façon un peu particulière qu'on a d'écrire, c'est-à-dire de plonger en fait dans le corps et l'âme d'un personnage qui n'existe pas en réalité. Et c'est en plongeant en elle et dans ses sensations que l'insomnie est venue. J'ai senti qu'elle n'est plus capable de dormir parce qu'elle veut rester à l'écoute du monde, y compris la nuit. Et cette perte du toucher est venue en fait spontanément, sans que je la prémédite, si j'ose dire. J'ai compris en écrivant que ça signifie qu'elle est en quelque sorte en état de choc par rapport aux événements successifs, des attentats, de l'accession de Trump au pouvoir, du Covid, de la guerre en Ukraine. Et c'est comme une tétanie qui s'empare d'elle. Et aussi une façon de dire qu'elle n'a plus de prise sur le monde. Et elle aura besoin, évidemment, au cours du roman, de retrouver cette prise avec le monde qui va, en quelque sorte surgir quand elle va se mettre un peu plus en mouvement. Et ce mal-être psychique s'est développé chez les jeunes et les adultes en France. Alors Mathilde prend une décision radicale, sans dévoiler tous les détails. Pourriez-vous nous en dire plus? C'est un retour aux sources? Oui, alors ça a été dit ainsi, mais je pense que c'est pas ainsi qu'elle entreprend le voyage. Je donnerai juste quelques éléments. Je dirais même que plus qu'un mal-être psychique, effectivement, elle est témoin des jeunes qui ressentent ce mal-être psychique. Chez elle, c'est une sorte de désorientation. Elle ne sait plus comment faire face, peut-être justement au rôle qui est le sien de transmettre et d'éclairer le réel. Et elle trouve une réponse assez poétique et énigmatique dans une vidéo qu'elle regarde sur Internet où on voit Leonard Cohen à Jérusalem en 1972 lors d'un concert où il est très ému de chanter pour la première fois à Jérusalem. Et tout à coup, il fait l'aveu devant le public qu'il n'est pas capable de chanter parce qu'il a l'impression qu'il ne contient pas en lui une forme d'authenticité qui est indispensable quand on fait face à son public. Et il décide de quitter la scène. Et cet acte, très courageux, extrêmement honnête, est un acte qui bouleverse Mathilde. Elle visionne une vidéo à plusieurs reprises. Et c'est en quelque sorte elle qui va être le déclencheur d'un départ en Israël, plus que d'un retour aux sources. Même si finalement, à travers ce voyage qu'elle entreprend, elle va renouer avec à la fois l'histoire et la géographie dans ce périmètre-là d'Israël. Et donc on peut appeler ça d'une certaine manière peut-être un retour aux sources. Mais dans un premier temps, c'est peut-être un désir de retrouver une forme de droiture, de capacité à dire je ne sais pas tout et je ne peux pas tricher. C'est ça qui m'a dit. C'est peut-être un petit peu tout ça à la fois, voyage, retour aux sources. Alors ce roman n'est-il pas un voyage intérieur en quête d'identité, une interrogation existentielle sur le monde qui nous entoure, ou plus simplement un questionnement sur notre foi? Je pense qu'il est un questionnement sur la foi telle que chacun l'a définie, telle que chacun la vit. Je crois que même lorsque les gens affirment qu'ils ne croient en rien ou qu'ils ne croient pas, ils croient en réalité toujours en quelque chose. Certains croient en Dieu, d'autres et de différentes manières, d'autres croient à l'histoire, d'autres croient à l'écologie, d'autres vont croire à l'amitié, d'autres vont croire même au complotisme. Et donc Mathilde, elle est témoin des différentes manières que la foi, des différentes incarnations de la foi chez les êtres. Et peut-être l'un des drames de l'humanité, c'est que nous ne croyons pas tous à la même chose, alors que nous essayons tous de croire en quelque chose du côté du bon à nos yeux et du bien à nos yeux aussi. C'est cette interrogation-là. Et c'est aussi une interrogation
mission essentielle qui passe par le rapport que l'on peut avoir chacun au monde, c'est-à-dire à la nature et aux êtres que l'on rencontre. Mathilde, à travers ce voyage en Israël, qui est une sorte de road trip, elle va passer par Tel Aviv, Netanya, le plateau du Golan, le lac de Deriad, la vallée du Jourdain et Jérusalem. C'est autant les lieux, donc voilà, la nature au sens fort, que les êtres qui vont lui permettre de renouer avec le sentiment d'exister. Voilà, c'est une quête où on cherche des points de contact avec le monde et avec les autres. Et modestement, c'est un peu cette traversée que j'ai eu envie de faire avec ce personnage. Je dis modestement parce que voilà, c'est un personnage qui offre ses propres perceptions et avec toujours le désir que celle du lecteur puisse les rencontrer et peut-être s'en enrichir. Et tout votre talent poétique permet de décrire notre perception du monde. Alors le titre du roman Qui vive peut intriguer le lecteur. Comment s'est-il imposé à vous? Il s'est vraiment imposé à moi. Là aussi, j'aime la façon dont vous formulez cette question. En fin d'écriture, j'avais un titre qui était provisoire et c'est très souvent le cas lorsque j'écris. Et le livre, en quelque sorte, c'était au moment où il est achevé qu'il se révèle à moi et que son vrai titre m'apparaît aussi. Et Qui vive m'est apparu parce que je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel se trouve Mathilde. Elle est sur le qui-vive, elle est en alerte, elle tend l'oreille au bruit du monde. Elle est même tant sur le qui-vive qu'elle commet à la fin du roman un acte très important. Et c'est parce qu'elle est sur le qui-vive qu'elle le commet. Mais qui-vive, ça voulait dire aussi qui vivra, être du côté de la vie. Et c'est aussi, en ancien français, la question qui va là, qui est en face de nous. Et je pense que cette question qui nous fait face, c'est une question qui est on ne peut plus brûlante. Parce que dans la question existentielle, il n'y a pas que la question de qui nous sommes, mais à qui faisons-nous face. Eh bien, merci beaucoup pour votre dernier roman Qui vive, donc paru aux éditions de l'Olivier. Ça met beaucoup d'espoir quand on vous entend parler. Merci beaucoup pour cet entretien. Au revoir. Au revoir. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.